Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24 à la une de l'actualité. Le président burundais Pierre Nkurunziza réaffirme ne pas briguer un quatrième mandat. Il a laissé sous-entendre qu'il ne se porterait pas candidat au prochain scrutin présidentiel. La CENI a fixé au 20 mai 2020 l'élection présidentielle. Mobilisation de l'UMOA pour la lutte contre le terrorisme. L'organisation va contribuer à hauteur de 500 millions de dollars au plan d'action de la CEDEAO. Et enfin, bilan des émissions et levée de fonds pour l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine. Un bilan qui réaffirme le potentiel encore exploitable du marché financier de la région ouest-africaine. Mais tout d'abord, dans l'actualité, le vice-ministre de la Défense et chef d'état-major de l'armée Ahmed Gaïd Salah est décédé ce lundi 23 décembre à Alger. Âgé de 79 ans, sa disparition intervient 4 jours seulement après l'investiture du nouveau président de la République Abdelmadjid Tebboune. Selon un communiqué présidentiel, Ahmed Gaïd Salah a fait une crise cardiaque à 6 h du matin à son domicile avant d'être transporté à l'hôpital militaire de Ain Nadja, toujours à Alger. Le général-major Saïd Changriha, commandant des forces terrestres, a été nommé chef d'état-major par intérim de l'armée nationale populaire. Le président Abdelmadjid Tebboune a décrété 3 jours de deuil national en Algérie. Pour rappel, le chef de l'armée Ahmed Gaïd Salah a poussé l'ex-président Abdelaziz Bouteflika à la démission en demandant l'application de l'article 102 de la Constitution qui prévoit l'empêchement du président, et ce, le 26 mars 2019, sous la pression du mouvement de manifestation du Irak. Durant la période de transition et jusqu'à l'élection présidentielle du 12 décembre, Ahmed Gaïd Salah a assuré la transition du pouvoir en Algérie. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a réaffirmé qu'il ne briguerait pas un 4e mandat. Le chef de l'État au pouvoir depuis 2005 et dont la décision de briguer un 3e mandat en 2015 avait provoqué une crise dans le pays, a laissé sous-entendre qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle prévue pour le mois de mai 2020. Néanmoins, le président sortant qui contrôle son parti, le CNDD-FDD, n'a toujours pas désigné de dauphin, de quoi alimenter les incertitudes de l'opposition et la société burundaise. Un sujet d'Ange Bijounomenio. Le président burundais Pierre Nkurunziza est formel. Il ne se représentera pas aux prochaines élections présidentielles de 2020. L'annonce faite par lui-même à la télévision nationale semble mettre fin aux nombreuses voix de suspicion relatives à un 4e mandat qu'il pourrait briguer. Les propos du président de la République sonnent en tout cas comme un dernier discours présidentiel. Cette fête est ma dernière. L'année prochaine, à la même période, ce n'est pas moi qui prendrai la parole. Vous serez en train de faire une cérémonie pour un nouveau chef d'État. Je vais vous demander une chose. Multipliez par 3 auprès de mon successeur la fidélité et l'engagement que vous m'avez manifesté au cours de ces 15 dernières années. 15 années déjà que le président Pierre Nkurunziza est à la tête du Burundi. Le président Nkurunziza réaffirme ainsi haut et fort sa volonté de ne pas briguer un nouveau mandat alors que l'opposition en exil, la société civile ainsi que de nombreux diplomates doutent de cette intention affichée. Ça peut apparaître effectivement à première vue comme étant un effet de surprise, surtout pour quelqu'un qui il y a moins de 2 ans a décidé de modifier la Constitution pour consacrer un bail à vie à la tête du Burundi. Mais quand on regarde la petite qui est le sien par rapport au pouvoir, on est amené à être assez prudent quant à cette déclaration de ne pas se représenter. Ce pays d'Afrique de l'Est traverse depuis 2015 une crise socio-économique et politique émaillée de violence suite à la décision du président Nkurunziza de briguer un 3e mandat. Mandat qu'il a obtenu d'ailleurs en juillet de la même année. La CENI du Burundi a quant à elle fixé au 20 mai 2020 une présidentielle couplée à des législatives et des communales.
L'UMOA se mobilise face au terrorisme avec plus de 2168 incidents sécuritaires enregistrés en Afrique de l'Ouest durant ces 4 dernières années. Plus de 11 500 pertes en vie humaine selon les autorités ivoiriennes. L'UMOA annonce une participation financière qui s'élève à 500 millions de dollars au plan d'action de la CEDEAO d'1 milliard de dollars, soit la moitié de cette somme. Reportage d'Oliva Diacotan. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, composée de 8 pays, va contribuer à hauteur de 500 millions de dollars au financement du plan d'action commun de la lutte contre le terrorisme dans la CEDEAO, selon le président ivoirien Alassane Ouattara. 100 millions de dollars seront décaissés immédiatement pour le Niger, le Mali et le Burkina Faso dans ce sens. Ceci a été confirmé aujourd'hui à l'occasion du sommet de la CEDEAO, qui est la parfaite illustration de notre détermination commune à combattre efficacement ce fléau qui sévit dans notre sous-région. 5 des 8 pays de l'UEMOA ont connu ou continuent de connaître des attaques terroristes. Outre la mobilisation de moyens financiers, techniques et opérationnels, la réduction des inégalités sociales serait une bonne stratégie de lutte selon les autorités. Pour lutter efficacement contre ces fléaux, convient-il de maintenir et renforcer la présence et l'autorité de l'État et de lutter contre la pauvreté. C'était en septembre 2019 que les 15 pays de la CEDEAO ont adopté un plan d'action 2020-2024 d'1 milliard de dollars pour lutter contre le terrorisme. Notons que les attaques terroristes ont déjà fait plus de 11 500 morts dans la région sur ces 4 dernières années selon les autorités ivoiriennes. Des coupures d'électricité de plus en plus nombreuses en Zambie durant ces dernières semaines en raison de la sécheresse qui sévit dans la région d'Afrique australe. Des délestages pouvant aller jusqu'à 19 heures par jour selon les autorités locales. Le pays s'appuie sur une centrale solaire et une centrale à biomasse, mais l'essentiel de l'électricité est importé du voisin sud-africain qui se trouve lui aussi confronté à la sécheresse, mais également des barrages hydroélectriques du pays qui sont à sec. Le point sur la situation avec Ange Bijouno-Megno. Depuis quelques semaines, la Zambie croule sous le poids des délestages. Cette privation d'électricité est due principalement à un phénomène de forte sécheresse qui sévit dans toute l'Afrique australe. Les barrages d'eau du pays sont à sec et l'Afrique du Sud, qui fournit 90% de son électricité à la Zambie, a dû stopper ses exportations. La technologie qui nous permet de produire la meilleure électricité, c'est l'énergie nucléaire. Donc, malheureusement, nous ne maîtrisons pas le nucléaire. Vous voyez partout en France, en Pologne, en Allemagne, c'est l'énergie nucléaire qui est utilisée. C'est l'énergie la moins chère. Or, nous n'avons pas la technologie pour maîtriser cette énergie nucléaire, pour la transformer. Ces pénuries d'électricité ralentissent sérieusement l'activité économique et gênent la vie quotidienne des habitants. Les turbines du pays ne tournent plus qu'à 10% de leur capacité et les délestages peuvent durer jusqu'à 19 heures par jour. La matière première, nous l'avons. Vous prenez un pays comme le Cameroun, nous avons l'uranium à Poli. Il y a l'uranium du côté du Niger, mais toute cette partie est dans l'obscurité. Quand on rentre donc en Afrique australe, je suis certain qu'on peut trouver également des matières radioactives pouvant être utilisées dans le domaine de la production de l'énergie nucléaire. C'est des budgets, c'est des lignes de financement à mobiliser qui sont parfois hors de leur portée. Selon les statistiques officielles, la Zambie a un déficit de puissance de plus de 750 MW en raison des bas niveaux d'eau dans les barrages hydroélectriques. Secoué de plein fouet par la crise énergétique, le pays a revu ses prévisions de croissance à la baisse pour cette année 2019, tablant sur 2% contre 4% en 2018. Place au bilan des émissions de l'Union monétaire ouest-africaine, l'UMOA. Les fonds levés se chiffrent à plus de 11 000 milliards de francs CFA, avec une première émission de levée de ressources enregistrée en 1998. Selon Mamadou Ndiaye, président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, le marché financier régional a encore du potentiel à exploiter. Les précisions de Victoria Sedji.
Près de 11 000 milliards de francs CFA, c'est le montant mobilisé par l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA, sur le marché financier régional depuis 1998. D'après le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, depuis 2011, le marché permet en moyenne de lever 1100 milliards de francs CFA par an. Le montant annuel de levée de ressources a connu une évolution par palier d'environ 150 milliards l'an jusqu'en 2010, suivi d'une moyenne annuelle de plus de 500 milliards de francs CFA l'an au cours des 5 années qui ont suivi. D'après les chiffres, la capitalisation boursière a représenté en moyenne annuelle entre 2017 et 2019 14,78% du produit intérieur brut de l'Union. Et l'encours des emprunts obligataires moyens, 38,5% des crédits. Les acteurs agréés sur le marché ont plus que doublé à 214 à fin septembre 2019 contre 97 en 2013. La plus grande difficulté, c'est de voir comment assurer un cadre juridique à l'échelle africaine pour encadrer la mobilisation de ce financement-là. Mais il y a surtout la question de la rentabilité de cette mobilisation-là. Créée le 3 juillet 1996, l'Union monétaire ouest-africaine se compose de 8 pays d'Afrique de l'Ouest qui ont en commun l'utilisation du franc CFA. Son instrument, l'agence UMOA Titres, a pour vocation de les aider à mobiliser sur les marchés de capitaux les ressources nécessaires au financement de leur politique de développement économique à des coûts maîtrisés. Au Cameroun, le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, Paul et Chantal Biya de Yaoundé, a été inauguré en mai 2016. 3 ans plus tard, plusieurs avancées scientifiques en matière de fécondation in vitro y ont vu le jour. À l'occasion des fêtes de fin d'année, la première dame Chantal Biya s'est rendue au centre de Yaoundé et a pu mesurer les progrès réalisés, notamment avec les 170 nourrissons nés grâce à ce projet. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Bauken. Ils sont 170 au total, ces bébés issus de la fécondation in vitro depuis la création du CRACER en 2016. Et pour l'occasion de Noël 2019, la première dame du Cameroun, Chantal Biya, fondatrice de ce centre, est allée leur passer un Merry Christmas, un joyeux Noël d'un autre genre dont l'objectif est de célébrer la vie auprès de ces mamans dont les espoirs de maternité enterrés ont été retrouvés grâce aux prouesses du CRACER. Au bout de 3 ans, il était question effectivement qu'on revisite notre chemin, le chemin parcouru. Et là, il s'agissait de fêter les 170 premiers bébés issus de la fécondation in vitro dans notre centre depuis 3 ans. Nous étions partis pour un objectif prométhéen qui était de 150 par an, dont 150 dans une période triennale. Mais les statistiques nous ont effectivement démontré qu'on était capable de faire plus. Et nous avons dépassé les 150, nous avons atteint l'objectif de 170 bébés pendant les 3 ans. La célébration de Noël au CRACER avec la première dame Chantal Biya, c'est aussi ces moments de douceur avec les nouveau-nés et leurs mamans. Des moments qui permettent à la marraine de toucher du doigt les résultats du CRACER au bout de 3 ans de création. Vous savez, pour les stratégies futures, il nous faut d'abord et surtout préserver les acquis. Rappelez-vous que le président de la République nous a assigné plusieurs objectifs. Le premier, on commence à voir les résultats. Mais le deuxième s'agit de mettre en place la chirurgie mini-invasive et entre autres la chirurgie endoscopique et qu'il nous faudra développer énormément. Pour les statistiques actuelles, nous avions renversé déjà un peu la tendance chirurgicale puisque nous sommes à plus de 80% des zones d'intervention chirurgicale en gynécologie qui sont réalisées par voie endoscopique. Après ce cap triennal, le centre entend développer ses domaines d'intervention, notamment en ce qui concerne les cancers gynécologiques. Pour le CRACER, il faut mettre en place des moyens efficaces pour les dépistages et les traitements de ces cancers. Lancement du logo officiel de la nouvelle Ligue africaine de basketball à Kigali ce 19 décembre, en présence de plusieurs personnalités, notamment du chef de l'État rwandais Paul Kagame et du président de la Ligue africaine de basketball Amadou Gallo Fall. La Basketball Africa League, une nouvelle ligue professionnelle composée de 12 équipes issues de toute l'Afrique et dont le coup d'envoi aura lieu en mars 2020. Reportage de notre correspondant fraterne Dacia Isianga.
C'est ce 19 décembre 2019 qu'a été dévoilé le logo officiel de la nouvelle Ligue africaine de basketball à Kigali, la capitale du Rwanda. La nouvelle ligue professionnelle est composée de 12 équipes du continent. Elle est programmée pour débuter en mars 2020. Le nouveau logo célèbre notamment le riche héritage du basketball sur le continent selon les responsables. Cette ligue va célébrer la diversité que nous avons en Afrique, cette jeunesse qui est vibrante et dynamique et l'héritage que nous avons en termes de basket. Il y a une histoire pour ce sport en Afrique, de grands joueurs sont venus de ce continent. Qu'à travers cette ligue, nous allons faire revivre l'histoire de notre basket. Plusieurs personnalités étaient présentes au lancement officiel de la nouvelle ligue, dont le président rwandais Paul Kagame et le président de la Fédération internationale du basketball association en Afrique, ainsi que d'autres célébrités du milieu sportif au niveau mondial. Ce partenariat sera un processus selon lequel l'Afrique va maintenant développer son potentiel de jeunes talents. Nous allons changer les tendances et bien préparer nos produits et puis les exporter à l'étranger avec une grande valeur, contrairement à ce qui s'est fait pendant longtemps. La saison régulière inaugurale de la Basketball Africa League se déroulera dans plusieurs villes africaines dont le Caire en Égypte, Dakar au Sénégal, Lagos au Nigeria, Luanda en Angola, Rabat au Maroc et Monastir en Tunisie. En mars 2020, Kigali accueillera les toutes premières finales de la nouvelle ligue. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.